Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Merci de nous rejoindre en direct dans Dimanche en politique, troisième débat de notre série spéciale élections législatives avec aujourd'hui des candidats des circonscriptions de Ploërmel et de Loudéac-Lamballe. Nous allons parler ensemble de l'avenir de nos territoires et du monde agricole. Comment aujourd'hui rassurer cette partie de la Bretagne qui se sent quelquefois oubliée? On va en débattre. Avant cela, notre séquence C'est vous qui le dites, nous sommes allés à Collinet dans les Côtes-d'Armor. Vous posez cette question, de quoi ont besoin aujourd'hui les zones rurales? Voici vos réponses, à tout de suite. De quoi on a besoin dans les zones rurales? Pour moi, on a besoin d'artisans, de commerçants. C'est la vie de la commune. S'il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus de commerçants, ça ne sera plus que des villages alors. Et puis on a besoin d'écoles. Pour arriver à cheminer, des collégiens maintenant qui doivent aller en ville au collège, faut batailler parce que les cars ne s'arrêtent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il n'y a pas de ligne. Dans la mesure du possible, d'autres commerces seraient utiles, mais après voilà, on peut pas promettre. Déjà tenir ceux qu'on a déjà, ça serait déjà bien. De quoi ont besoin les zones rurales ? Eh bien, je pense qu'elles ont besoin surtout de proximité au niveau des services publics, la poste, ils ont besoin de médecins, de pharmaciens, de banques, voilà, de quoi vivre un peu comme les services qu'on a en ville, mais à la campagne. Les grosses aides de l'État vont surtout aux villes, mais peu à la campagne. Souvent, la ruralité est oubliée. Voilà pour notre séquence enregistrée donc à Collinet dans les Côtes-d'Armor. Je vous présente tout de suite nos invités. Ils briguent tous le siège de député de la 4e circonscription du Morbihan, celle de Ploërmel. Bonjour Marilène Héry, vous êtes candidate investie par le mouvement des Républicains. Paul Molac, candidat investi par La République En Marche. Quentin Chilet, vous êtes le suppléant de Cécile Buchet qui ne peut pas être présent aujourd'hui pour un petit pépin de santé de dernière minute, sans gravité, vous nous rassurez. Nathalie Landriot-Béraud, vous êtes candidate investie par le mouvement Europe Écologie Les Verts. Et puis David Cabas, vous êtes le candidat de Debout la France, donc dans la circonscription de Ploërmel. Vous pouvez également découvrir à l'écran le nom des 6 autres candidats qui seront également engagés dans ce premier tour. Premier tour qui aura lieu, je vous le rappelle, le 11 juin prochain. La liste complète des candidats investis en Bretagne est à retrouver bien sûr sur notre site internet. Avant d'entamer le débat, je voudrais qu'on revienne sur l'actualité de la semaine, l'actualité politique de la semaine avec ce télescopage, on va le dire, entre ce projet de loi de moralisation de la vie publique lancé par le gouvernement et cette affaire, Richard Ferrand, inquiété, soupçonné après une affaire immobilière où sont cités les mutuelles de Bretagne et son épouse. Il y a aussi cette affaire d'emploi de son fils comme assistant parlementaire et cette phrase malheureuse qu'aurait dit un membre de son entourage sur le niveau intellectuel des jeunes en Centre-Bretagne. Je vous demande une réaction rapide à tous. Marilène Héry, qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette histoire? L'affaire de la mutuelle, l'affaire de l'emploi de son fils. Il y a 2 choses. Pour l'emploi de son fils, c'est que quelqu'un ait pu dire ça. Ça montre dans son entourage qu'il est entouré encore de Parisiens, de technocrates et de gens complètement déconnectés de nos réalités rurales. Et puis sur l'emprunt, c'est quand même un emprunt conséquent que je pense que les uns et les autres ne sommes pas à même de faire et qui n'a pu être fait que parce qu'il y avait un bailleur et donc un engagement. Paul Molac, est-ce qu'il y a une affaire Richard Ferrand aujourd'hui ? Écoutez, moi, je fais confiance à la justice. Ils ont décidé de ne pas poursuivre, donc j'en prends acte, c'est tout. Ce qui me paraît le plus choquant, c'est effectivement les réflexions des cabinets, parce que c'est totalement déplacé. Et ça montre bien le mépris qu'on peut avoir à la fois pour les Bretons et pour les zones rurales. Et donc ça me déplaît très fortement. Et je pense que sur la loi, sur la moralisation, l'important, c'est effectivement d'arriver à ce que, on n'ait plus le droit d'embaucher quelqu'un de sa famille, comme ça les choses seront claires. Et puis deuxièmement, qu'on ne puisse pas faire plus de 3 mandats de parlementaire. Et je dirais qu'on ne soit plus cabinet conseil quand on est député. Parce qu'évidemment, quand on est cabinet conseil d'une grande entreprise et qu'en plus on a une loi qui intéresse cette grande entreprise, je ne vois pas comment il n'y a pas conflit d'intérêt. David Cabas, est-ce que la position de Richard Ferrand est tenable? François Baroin vient de déclarer qu'elle était aujourd'hui intenable, cette position. Moi, je pense que les citoyens, comme on a dit plusieurs reprises à la télévision, choisiront lors de cette élection. Oui, Édouard Philippe dit, ce sont les électeurs, les juges de paix. Parce que là, je ne vois pas trop la solution. La justice dit qu'il n'y a pas d'affaire. L'Élysée dit qu'il n'y a pas d'affaire. Je trouve ça assez troublant. Effectivement, moi, j'invite les électeurs à trancher. Nathalie Landriot-Béraud.
Sur le sujet, Oui. toujours, moi, ce qui me choque, c'est cette position. Moi, c'est le problème de la moralité. Je considère que les élus doivent avoir une moralité. Et j'attends beaucoup sur cette loi de moralisation et que ça concerne l'ensemble des élus et non pas simplement un député en priorité. Là, c'est l'affaire Ferrand, mais je pense qu'on doit l'appliquer à tous les élus. Il faut vraiment qu'on ait une loi de moralisation qui s'applique à tous et que ce soit un député, que ce soit un maire, qu'on ait vraiment une prise de conscience que lorsque l'on a un mandat, on doit se comporter, j'allais dire, dignement, quoi. Voilà, on a un rôle à avoir. Quentin Chier, qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce dossier? Écoutez, je crois que les gens sont fatigués par toutes ces affaires. Quand c'est pas la droite de Sarkozy et de Fillon, maintenant on voit que c'est le centre droit d'Emmanuel Macron, qui a quand même choisi un Premier ministre qui a voté contre la loi sur la transparence de la vie publique. Donc moi, au-delà de ces scandales, ce que je trouve effectivement le plus grave, c'est l'absence de moralité chez certains élus. Par exemple, quand on voit M. Molac, qui change 4 fois de parti politique en 5 ans, eh bien je me demande, il est où le respect des électeurs? Elle est où la cohérence politique? De même, quand il vote les yeux fermés en faveur de la loi El Khomri, loi qui n'était pas dans le programme de M. Hollande, il est où le respect des électeurs de gauche? Et moi, je crois que les gens, face à ces attitudes personnelles, sont profondément en fait choqués. Et du coup, ils n'ont plus confiance en les électeurs. Ils n'ont plus confiance en leurs représentants. Et nous, ce qu'on propose, les candidats de la France Insoumise, c'est déjà 3 mesures. Tout d'abord, nous sommes engagés à signer la charte de l'association Anticor, qui vise à lutter contre la corruption et les conflits d'intérêts chez les élus. Enfin, nous proposons une grande loi sur la révocabilité des élus. Et enfin, sur tous les grands enjeux de société, nous proposons une grande consultation citoyenne pour vraiment redonner le pouvoir de décision aux gens. Alors, la réponse de Paul Molac, puisqu'il a été interpellé. Alors évidemment, je n'ai pas voté la loi El Khomri, puisqu'il est passé en 49.3, donc je n'ai pas eu l'occasion de voter pour, contre ou d'abstention. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas encarté dans un parti. Je ne l'ai jamais été, ni hier, ni aujourd'hui. Et ça, c'est pour garder ma liberté, parce que je suis au service des citoyens de ma circonscription, je ne suis pas au service d'un parti. Allez, je crois qu'il faut bien le comprendre. On va passer au thème central de cette émission, illustré d'ailleurs par un premier dessin de Loïc Schwartz, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, puisqu'il a pris quelques jours de vacances. On y voit un député tentant de faire campagne dans un centre-bourg dépeuplé. Justement, voici un enjeu pour toute une partie de la Bretagne. C'est ce boom démographique qui attend la région d'ici 2040. Elle devrait accueillir près de 500 000 nouveaux habitants. Est-ce que les zones rurales aujourd'hui sont équipées, sont assez attractives aujourd'hui pour amortir ce boom démographique? Marie-Hélène Herry. Alors oui, je le pense. Je pense qu'on a quand même de véritables atouts qu'on ne sait peut-être pas mettre assez en avant parfois. Et puis il y a aussi un certain nombre de difficultés qui existent en France, mais pas seulement en zone rurale, et auxquelles il faut effectivement essayer de trouver des remèdes. Je pense notamment à tout ce qui est commerce, artisanat. Alors justement, on va voir ces images. Alors regardez, on en voit beaucoup dans les petites communes. Ces vitrines, ces fausses vitrines qui cachent des commerces souvent vides. Aujourd'hui, comment on fait? Quelles sont vos solutions, vos projets pour revitaliser revitaliser au niveau commercial ces centres-bourgs? Nathalie Landry-Aubéraud. Alors pour les centres-bourgs, souvent on s'est aperçu que généralement on avait vu qu'il s'était mis des rocades, par exemple, autour des centres-bourgs pour permettre aux salariés d'accéder rapidement à leur emploi. Et donc ça avait fait que les bourgs fermaient parce que les populations ne pouvaient plus avoir un accès direct au centre-bourg. Donc la solution, ce serait peut-être de revoir la structure aussi de ces petits bourgs, de permettre aux gens de pouvoir y accéder plus facilement. On a vu une décentralisation également. Ils ont été créés aux alentours donc, de ces bourgs des zones commerciales qui ont fait que ces bourgs ont été désertifiés. On pourrait aussi créer... Donc il faut revoir la loi d'implantation de ces centres commerciaux, par exemple. J'avais envie de revoir, c'est l'architecture de certains bourgs. On a vu, j'ai l'exemple par exemple de Plélan-le-Grand, qui n'est pas dans le 56, mais qui est dans le 35, c'est un bourg qui est très dynamique, où on a vu une multiplication des commerces qui fonctionne parce que tout est dans l'alignement. On n'a pas une décentralisation comme ça des centres commerciaux. En revanche, quand on voit, je continue, le centre de Ploërmel, on a une fermeture des petits commerces parce qu'on a une décentralisation aux alentours de la périphérie de centres commerciaux qui ont fait que les petits commerces à l'intérieur du centre
centres-bourgs ont fermé. Donc je pense qu'il faut revoir l'architecture de l'emplacement des routes et de voir comment on pourrait revoir ce problème. Et revoir aussi le maintien des services publics. On sait qu'aujourd'hui, on va faire parler les autres candidats. Justement, David Cabas, le maintien des services publics, c'est aujourd'hui la pierre angulaire du développement de ces zones rurales. Aujourd'hui, le précédent gouvernement avait l'objectif de créer 1000 maisons de services publics d'ici la fin 2016. Je ne sais pas si le pari a été réussi. Que des postes ferment, que des crèches ferment, que des écoles ferment. Comment on fait pour éviter justement cette désertification? Alors, je ne sais pas si le pari a été réussi. Je ne sais pas pour l'ancien gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une grosse baisse de dotation au niveau des collectivités locales. Donc, maintenir les services publics en même temps en baissant les budgets, ça me semble toujours difficile. Donc il faut réorienter les investissements, moins pour les métropoles, par exemple. Actuellement, il faut vraiment, ce que moi j'ai appelé un bouclier rural, en tout cas, une loi qui protège les services publics et même redéveloppe les services publics dans les milieux ruraux. Parce que comme vous avez dit, on aura de plus en plus d'habitants dans le milieu rural et on a de moins en moins de services publics. Les impôts augmentent partout et pourtant on a de plus en plus de fermetures de services publics. Donc il faudra absolument, en tant que député, voter une loi, pas que pour notre circonscription, pour toutes les circonscriptions rurales, pour garantir les services publics, dont les maisons de services publics, vraiment dans chaque bassin de vie. Quentin Chilet, la mutualisation des services publics dans une même entité, ça vous choque ? En fait, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs lois qui ont été votées à la fois par le gouvernement Valls et puis aussi par le gouvernement Sarkozy, comme la RGPP, comme la REAT, comme la loi NOTRe, qui ont mis en concurrence totalement les territoires les uns contre les autres. Ça amène aussi à une métropolisation galopante, c'est un peu un deuxième acte de l'exode rural. Et en fait, pour nous, la clé, c'est vraiment le redéploiement des services publics dans les territoires, au plus près des citoyens, puisque ces services publics sont vraiment la clé de la vitalité sociale et économique de ces territoires. Qui voudrait s'installer dans une commune où il n'y a pas de service de poste, où il y a une école qui ferme, où il n'y a pas de médecin? Vraiment, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir un plan d'investissement pour relocaliser ces services publics au plus près des citoyens. Paul Molac. Oui, il faut un plan Marshall, par exemple, pour les zones rurales. C'est ce qui a été annoncé notamment par Emmanuel Macron. C'est déjà en cours. Ouais. Vous avez des fonds régionaux, vous avez des fonds nationaux, et qui partent de la base, puisque ce sont les communes elles-mêmes qui font des projets de revitalisation du centre. Et il y en a un certain nombre de très beaux, par exemple sur Guégon, vous avez aussi la commune de Cadin. Ce sont des communes qui déjà depuis longtemps, ils ont proposé quelque chose qui soit clair. On revoit la voirie, on met des commerces qui sont en place. J'ai inauguré dernièrement une boulangerie à Saint-Congar. Et donc ça permet, si vous voulez, de développer à la fois les commerces et d'aller de l'avant. Alors avec des maisons de services publics, effectivement, là on n'en a pas assez, il faut les multiplier, on est bien clair. Puis pour les médecins, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a des choses spécifiques. Alors justement, sur la mutualisation des services publics, je voudrais vous montrer cette campagne de pub, de promotion lancée par la Poste qui propose aujourd'hui un nouveau service, Veiller sur mes parents. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce service qui permet de veiller sur des personnes isolées. Service payant. Est-ce que ça vous choque que la Poste propose aujourd'hui ce genre de service? Est-ce que ce n'est pas aussi le constat d'un échec sur la désertification rurale, Marie-Hélène Herry? Alors, moi, pour revenir déjà à ce que... Je pense que dans notre circonscription, il y a des réalités extrêmement différentes aussi, selon le lieu où on se trouve sur la circonscription. On ne peut pas dire que, par exemple, la Trinité-Paroette ou Guerre soit exactement pareil, dans le sens où, quand on est proche d'une 4 voies, ça facilite un certain nombre de choses. Donc, il faut aussi s'adapter aux différentes réalités de la circonscription qui ne sont pas les mêmes. Je pense qu'effectivement, les écoles, avoir un collège à proximité, un lycée, c'est quelque chose qui permet de fixer aussi la population. C'est un élément d'attractivité. Personnellement, je ne suis pas pour la métropolisation. Je pense qu'ils font vivre dans nos campagnes. Mais, le commerce aussi me semble important. Et pour ça, quand je discute avec les commerçants... Sur le service de la Poste, là, justement, parce qu'aujourd'hui, on voit des entreprises qui proposent, en fait, qui remplacent presque un service public et qui proposent un service payant. Justement, alors, je pense qu'il faut être capable de s'adapter et de ne pas rester toujours sur des anciens modèles. Les postiers ont toujours eu un rôle de proximité. En tout cas, certains le font aussi avec passion parce qu'ils ont justement chevillé au corps, je pense, ce sens de l'humain. Mais là, les postiers ne sont pas des infirmiers, par exemple. Non, mais là, c'est juste une surveillance qui est proposée. Oui, mais là, on n'est pas dans un service public. On est tout simplement dans la famille. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'autrefois, on avait des familles qui étaient proches. Et là, aujourd'hui, les gens s'en vont très loin. Donc, effectivement, les anciens se retrouvent tout seuls. Mais c'est pas ça, c'est les familles qui sont responsables de ça. Alors,
C'est quand même assez dérangeant d'en faire un service comme ça, enfin, de devoir les poster ou être obligé d'avoir une activité, j'allais dire, enfin, de se retrouver, enfin, avoir un service payant comme ça à l'égard des personnes âgées. Mais moi, je voulais aller au-delà, parce que sinon on va passer à côté. C'est que j'allais dans les petits bourgs. Je veux vraiment qu'on en parle. On a un rôle des associations qui est extrêmement important. Et c'est ça qu'il faut souligner. Dans les petits bourgs de 750 habitants, c'est grâce aux associations que vivent les petits bourgs et le dynamisme. Ils ouvrent, ils rénovent les maisons, ils créent des activités. Et c'est ça qui permet aussi de faire vivre nos petits bourgs, nos écoles. On fait du bénévolat et on aide aussi, enfin, du bénévolat intergénérationnel. Et c'est ça qu'il faut souligner, parce que j'ai peur qu'on n'en parle pas. On va parler des déserts médicaux. Le temps avance. On va parler des déserts médicaux. Regardez ce chiffre, 640 communes bretonnes aujourd'hui privées de médecins. Il y a 3000 médecins généralistes en Bretagne. Leur nombre a diminué de 7% depuis 10 ans. 25% d'entre eux ont plus de 60 ans. Donc la relève n'est pas assurée. Alors pour faire face à cette pénurie, que faire? On a posé cette question justement aux internautes. Faut-il imposer aux jeunes médecins le lieu de leur installation? Voici quelques réponses. Anne de Vannes, simplement leur refuser les lieux où il y a pléthore de praticiens. Françoise de Brest dit, après tout, avec toutes les études payées par l'État et le fait qu'ils soient rémunérés par la sécurité sociale, pourquoi pas leur imposer un lieu d'installation? Nicole de Quimperlé, non, après tant d'années d'études, ils peuvent choisir la région de leur future vie. Et Pierre de Paimpol, laissons-leur le choix, mais sur un territoire donné. Alors, on est dans l'incitatif ou dans le coercitif pour l'installation des jeunes médecins? Mais écoutez, moi je pense que les déserts médicaux, tout d'abord, ne sont pas une fatalité. C'est que d'une part, il y a un manque de praticiens. Donc ce que nous proposons, nous, dans notre programme L'Avenir en commun, c'est tout d'abord d'augmenter le numerus clausus et de créer 50 000 postes de médecins généralistes. Ensuite, de créer un corps de médecins fonctionnaires, par exemple. Et ensuite, d'aider aussi à la création de maisons de santé pluridisciplinaires et d'aider aussi les jeunes médecins à s'installer dans les zones rurales. La fin de la liberté d'installation pour des jeunes médecins, Paul Molac, vous êtes pour? Alors, ça pose problème, mais toujours est-il qu'on a un problème de santé publique. Donc, à un moment donné, il faut bien le résoudre. Donc, je souscris tout à fait à ce qui a été dit par M. Chillet, parce que je crois que c'est important, à la fois les maisons de santé, à la fois d'augmenter considérablement le numerus clausus, et de créer, des centres de soins peuvent aussi avoir des médecins qui sont salariés. Donc, il y a de nouvelles façons innovantes, et ça, il faut absolument les prendre. Mais une des choses importantes, c'est effectivement de faire sauter le numerus clausus, parce que là, on n'y arrivera pas autrement. Oui, mais on fait sauter le numerus clausus, mais est-ce qu'on peut obliger un jeune médecin à s'installer sur un territoire? David Cabas? En tout cas, aujourd'hui, je pense que ce sera nécessaire, mais ça montre quand même, ça pointe du doigt l'aveuglement et l'incompétence des politiciens depuis 30 ans, parce que quand même, aujourd'hui, si on en arrive là, à un moment, c'est qu'on n'a pas su compter, parce que je pense qu'il manque vraiment beaucoup de médecins vis-à-vis de la population. Donc je pense que c'est nous, en tant que responsables politiques, qu'on doit imposer des lois, imposer ce qu'il faut pour mettre les médecins qu'il faut pour la santé des Français. Alors, une députée des Côtes-d'Armor, Annie Le Héroux, avait il y a quelques mois proposé un amendement pour empêcher le conventionnement des médecins qui s'installent dans un territoire déjà saturé de médecins. Est-ce que vous pourriez voter ce type d'amendement? Alors, je ne sais pas, moi j'ai envie de répondre déjà d'abord à la question. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas une fatalité. Je ne pense pas que le numerus clausus soit tout de suite la solution. Bien entendu, il faut l'agrandir. Enfin, je suis enseignante, j'ai eu de nombreux élèves qui ont voulu être médecins, qui avaient ça chevalier depuis tout petit et qui n'ont pas pu le faire. Je trouve ça dommage aussi qu'il y ait des jeunes qui soient obligés d'aller en Roumanie pour revenir après. Je trouve que là encore, on marche sur la tête. Pour autant, il faut quand même 10 à 12 ans, donc les effets, on ne les aura pas tout de suite. Je pense qu'il faut aussi s'appuyer. Moi, j'ai été rencontrer de nombreux professionnels de santé, ils ont des idées, ils ont des propositions et voilà, il y en a une notamment proposée par le docteur Hervé qui est d'intégrer au sein du cursus universitaire vers la 9e ou 10e année un stage de 6 mois dans les zones dépourvues, parce qu'il y a les zones rurales mais il y a aussi les zones urbaines sensibles. Emmanuel Macron propose un service civique médical obligatoire alors pour les jeunes médecins. Là, c'est un stage de 6 mois encadré. En plus, on a la télémédecine qui se développe. On a notamment sur le territoire à Malétroit de belles choses qui se font.
On a des richesses chez nous, on a des gens compétents, et voilà, pourquoi il faudrait toujours être décidé par là-haut. Moi, je pense qu'il faut libérer un peu les choses, il faut travailler avec les gens qui, eux, sont face aux réalités. Et par ailleurs... La formation des médecins, forcément, sera décidée par en haut. Enfin, ce ne sera pas notre circonscription à nous, ce ne sera pas nous qui formerons les Donc ça, c'est dans le cadre universitaire qu'il faut faire, Mmh. de la même manière que j'ai rencontré un certain nombre de médecins qui, vers la fin de leur profession, enfin, de leurs années de carrière, souhaitent venir en milieu rural et se trouvent coincés parce qu'ils sont spécialistes et que maintenant la médecine généraliste c'est une spécialité. Il y a peut-être là aussi des choses un petit peu à casser. Nathalie Landry-Hérault et après Paul Molac. Moi je rejoins Madame Herry puisque le numerus clausus, bon c'est pas je veux dire que ça fait longtemps qu'on parle de ce problème de désert médical. Ça date de 2008 déjà avec Madame Bachelot. Et les médecins vous diront que augmenter le numerus clausus c'est pas la solution. Les maisons médicales c'est pas les solutions non plus. Pourquoi c'est pas une solution? Parce que ça a déjà été fait, ça n'a pas porté. On est toujours, je termine, on est toujours dans la même problématique, ça n'a pas résolu, vous ne pouvez pas forcer les médecins à aller dans les zones rurales. Le problème qui se pose actuellement, on en revient au même, c'était le développement du bourg, c'est l'attractivité du territoire. Qu'est-ce qui va faire que le médecin il va avoir envie d'aller sur votre territoire? Voilà, le problème il est là. Dans les maisons de santé, il y en a qui marchent très très bien et les médecins aujourd'hui ne veulent plus être tout seuls. Donc il faut vraiment faire des maisons de santé si on veut qu'ils viennent s'installer. C'est la première chose. Et l'amendement Le Hérault, je l'avais signé avec elle parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Pour justement accompagner ces médecins, baisser des charges, leur donner un secrétariat, les salariés, Alors moi, leur donner un local. Je ne pense pas que le salariat soit la solution. Quand j'ai rencontré les médecins, ils sont attachés à la médecine libérale parce qu'elle est source d'initiative de leur part. Il se trouve que sur Guerre, je vois qu'on a deux maisons de santé qui sont en train de se faire, qui sont en train de se construire et qui ont été faites en association par les professionnels de santé. De ma part, de mon point de vue, il me semble que c'est la meilleure des solutions parce qu'ils y mettent leur propre argent, donc ils vont vouloir que ça fonctionne. Quand on crée quelque chose qu'on a décidé dans une commune, oui, ça peut avoir un effet incitatif, mais ça peut aussi avoir un effet quand on aide. Voilà, la personne vient quelque temps, puis après elle repart parce qu'elle peut être intéressée par une autre incitation quelque part. Quentin Chilet, une maison de santé pluridisciplinaire plutôt qu'un service public, c'est une solution acceptable pour vous? Pour la droite, il n'y a pas de solution, mais nous, elle est simple. On en a proposé. En 2008, on faisait le constat sous Roselyne Bachelot que voilà, il manquait de médecins. Donc au bout de 8 ans, si on augmentait le numerus clausus, au moins on avait plus de médecins sur le territoire. Donc voilà, la solution déjà est là. Il faut augmenter le numerus clausus tout de suite et il ne faut pas attendre. M. Chilet a raison. Depuis le temps qu'on n'a jamais levé le numerus clausus, ça je pense que vous avez tort quand même sur cette question. On n'a jamais, il a été baissé depuis les années 70. De toute façon, il a été dernièrement, je sais, mais il n'a jamais été vraiment augmenté. Donc à un moment, quand on n'a pas assez de médecins, forcément, il y a une certaine concurrence qui s'est mise en place, une concurrence malsaine des médecins, alors que s'il y avait trop de médecins, à un moment, s'il y avait trop de médecins, ils seraient peut-être forcément obligés de s'installer dans un endroit pour gagner leur vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ou peut-être plus de médecins. Quand je vois, par exemple, nous, dans nos petites communes de la 4e circonscription, on manque beaucoup de médecins. Et quand je vois la ville de Vannes qui est surmédicalisée, notamment autour du pôle privé de santé l'Océane, et tous les praticiens là-bas pratiquent le dépassement d'honoraires. Voilà, c'est pas normal. Il y a des personnes à Vannes qui n'arrivent pas à trouver de médecin aussi. Paul Molac, pour conclure là-dessus? Non, pour conclure, je pense que le numerus clausus, il faut effectivement l'augmenter. Moi, j'ai bombardé le gouvernement de questions pendant 3 ans là-dessus. Et à la fin, effectivement, ça a augmenté de 400. Mais on a un blocage de l'ordre des médecins. Et ça, je pense que c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes et elles ne travaillent pas comme nos anciens médecins qui travaillaient de 7h30 à 21h le soir. Les hommes donc, aussi, il faut changer. Paul. Donc, les hommes aussi ont changé. Alors, on va entamer la dernière partie de notre débat. Si vous leur dites pas, le fait rapidement, s'il vous plaît. Oui, quand même, le numerus clausus, si vous mettez pas une obligation d'aller dans certains secteurs ruraux, ils iront dans le sud de la France. Bon. Alors, on entame la dernière partie de notre débat qu'on a intitulé Le monde rural connecté. On va parler de la fracture territoriale. Je voudrais vous montrer cette affiche que l'on a pu voir dans le métro parisien, campagne de promotion lancée par le Pays de Brocéliande. Regardez, TGV Morbihan, 2h30. C'est à l'occasion de la mise en service, bien sûr, de la future ligne grande vitesse. Le Morbihan à 2h30 de Paris. C'est une avancée, ça, là, cette ligne grande vitesse, c'est une avancée surtout pour les Parisiens ou pour les habitants du Pays de Plouermel? Marie-Hélène Herry. On va dire que ça sert aux deux. D'abord parce que nous, on est fiers de voir notre forêt de Brocéliande mise à l'honneur, parce que voilà, on l'aime déjà pour commencer. Mais au-delà de ce marketing, est-ce que ça répond est-ce qu'aujourd'hui, dans le Pays de Plouermel, on se sent concerné par cette ligne grande vitesse?
Ça dépend où on habite dans la circonscription là aussi. Si on est à Pénétin, on n'a pas la même vie qu'à Guerre, par exemple. On est tout proche de Rennes et où on a accès rapidement au TGV. Donc voilà, notre circonscription a différentes facettes. Paul Molac. Ça dépend qui. Il y a des gens qui effectivement ont besoin d'aller à Paris, soit pour leur entreprise, soit parce qu'ils travaillent là-bas. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de proximité et il y en a d'autres qui ont besoin de très grande proximité. Et le problème aujourd'hui, c'est bien cette très grande proximité avec des gens qui sont dans un milieu rural où il n'y a pas de transport en commun. Condamné au tout-voiture. Condamné au tout-voiture, mais là-dessus, puisqu'on parlera du numérique tout à l'heure, il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Nathalie Landry-Hérault. Le problème, TGV Paris-Morbihan, c'est très bien, 2h30, c'est bien. Mais nous, le problème, il est comment on fait pour se déplacer, nous, sur nos territoires. On n'a pas de train, on n'a pas de car pour aller travailler. On est obligé de prendre la voiture. Voilà. David Cavas. Eh ben, moi, je suis un peu choqué que personne ne voit le prix pour aller justement jusqu'à Paris. Quand même, non, tout le monde ne peut pas avoir accès. C'est extrêmement cher. C'est bien, hein, moi je suis pour, mais c'est extrêmement cher. Aujourd'hui, on est obligé quelque part soit de faire du covoiturage pour aller jusqu'à Paris, ou soit de prendre des cars Macron qui mettent 5 heures pour aller à Paris. Donc c'est pas vrai. Oui, moi je crois que c'est vrai que la LGV est une avancée aussi pour notre pays, mais il faut sortir aussi de cette politique du tout TGV et penser la mobilité de proximité, notamment en développant les TER par exemple, donc c'est-à-dire rouvrir les gares de proximité qui ont été fermées, mais aussi avoir une offre de transport avec des horaires qui soient plus adaptés au rythme de vie. Parce qu'actuellement, on le voit bien, hein, les horaires ont été modifiés, du coup les horaires de train ne correspondent plus au rythme de vie, faut se lever beaucoup plus tôt pour pouvoir prendre le train, mettre ses enfants à la crèche, trouver une nounou le soir pour les garder, du coup on perd en qualité de vie et tout simplement en vie de famille. On va terminer rapidement sur la fracture numérique, ce qu'on appelle la fracture numérique. Ça concerne bien sûr évidemment votre circonscription. Un chiffre, hein, la fibre optique pour 100% des foyers bretons d'ici 2030. Hein. C'est le pari que lance aujourd'hui la région Bretagne. Il faut juste savoir que 8 communes bretonnes sont encore privées d'accès à la téléphonie mobile. Hein. Ça montre un peu aussi le décalage entre les intentions et la réalité. Juste une question, dans le pays de Ploërmel, on reçoit bien la 4G, la 3G? Ça dépend. Ça dépend. Voilà. Les opérateurs privés là font bien leur travail pour l'instant, vous trouvez, dans le maillage territorial? Non, Nathalie Landry-Hérault? Non. Moi j'ai pas de portable, Internet fonctionne très mal. Voilà, la télévision, je n'ai pas France 3. Voilà. Quentin Chilet? Moi, je pense qu'effectivement, il y a des zones qui sont un petit peu oubliées, qui ne sont pas pourvues. Hein, les opérateurs, c'est la course à la rentabilité. Ils préfèrent tirer une ligne pour avoir un maximum d'abonnés à se brancher dessus. C'est pour ça que nous, on propose un grand plan d'investissement pour permettre l'accès à tous au débit et à la téléphonie. Un plan est lancé là sur les ondes blanches, hein, justement sur l'Internet mobile. Tout à fait, il faut continuer et l'amplifier, mais aussi avoir des maisons du numérique en local, dans les petits bourgs, pour former aussi par exemple, ce qui se passe à la Gacilly avec le grenier numérique. Oui, tout à fait. Cybercafés, on aurait pu mettre en place des cybercafés pour permettre l'accès justement à Internet, avec par exemple, même, parce que là on parle de numériser, enfin de mettre tout sur Internet, vous savez, les impôts, et il y a des personnes âgées qui ne savent pas très comment ça fonctionne. On aurait pu installer dans des communes des cybercafés avec pour les aider et mettre des bénévoles. Ça aurait été pas mal. Il y a déjà des choses qui existent, effectivement. Avec le pays de Ploërmel, petite Silicon Valley, c'est envisageable? Oh ben complètement, je pense que ça l'est. Mais pour revenir sur des questions très concrètes, effectivement, que celles de nos concitoyens. Alors d'abord, on pense que les personnes âgées, il y a des personnes âgées qui sont très férues d'Internet. Et il y a des jeunes qui se trouvent très dépourvus aussi. Parce qu'ils savent jouer, ils savent utiliser des applications, mais ils ne savent pas forcément remplir les formulaires. Et certains formulaires plutôt ne sont pas toujours si évidents. Et sur la Silicon Valley, oui, nous avons le grenier numérique à la Gacilly. On a ouvert il n'y a pas longtemps celle de l'antenne de Guerre. Il y a Carentoire, il y a Malais 3, il y a de belles choses qui se font. Et puis il y a Malais 3 en plus. Oui. Alors, rapidement, parce qu'on a déjà débordé notre temps de parole. C'est surtout pour l'autre débat de Gaël. Le numérique, c'est particulièrement important, effectivement. Il y a une loi qui a été votée pour obliger les opérateurs à ce qu'il n'y ait plus de zone blanche. Donc c'est pour ça que vous marquiez Molac tout à l'heure. Effectivement, Molac, le problème va se régler. Donc ça avance? Oui, normalement, il y aura 2 fois plus de poteaux pour qu'il y ait une meilleure réception.
Après, la téléphonie mobile, c'est une chose, la DSL, c'en est une autre. Donc, il y a encore, effectivement, la fibre pour tous, 100% du territoire, c'est 2030, mais bon, on avance dans certains territoires, et en particulier ceux où il n'y a pas d'ADSL. David Cabas, pour conclure. Oui, parce qu'il n'y a pas que Molac, hein. Il y a vraiment beaucoup de villages, beaucoup de gros villages, où aujourd'hui, il n'y a toujours pas le téléphone. Hein. On a eu l'occasion, en faisant campagne, de se retrouver dans des zones totalement abandonnées. Donc je pense qu'effectivement que les pouvoirs publics doivent absolument obliger les privés de connecter Internet et les mobiles. Merci à tous, c'est la fin de ce débat, ça va très vite. Merci à tous de rester encore avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon retour dans le Morbihan et bonne fin de campagne. Les candidats de la circonscription de Loudéac-Lamballe vont nous rejoindre dans quelques instants. Avec eux, on va parler précisément de la situation difficile de nombreux agriculteurs bretons. Et d'abord ce chiffre justement, à titre d'info, sachez que l'association Solidarité Paysans qui est à l'écoute des plus démunis a traité cette année 370 dossiers, rien qu'en Bretagne, 180 nouveaux cas en 2016. Justement, il y a quelques semaines, début avril, nous sommes allés à la rencontre d'un couple d'éleveurs installés à Spézet dans le Finistère. Comme beaucoup d'autres, ils redoutent aujourd'hui de plus en plus l'impasse financière. Voici leur témoignage. Ils ne s'en sortent plus. Johan et Nathalie ont repris l'exploitation familiale il y a 25 ans. 30 vaches laitières, 70 heures de travail par semaine, pas de vacances. Et le sentiment que les coopératives les poussent à devoir produire toujours plus pour pouvoir vivre de leur activité. C'est la course et à l'agrandissement et aux dépenses. Et puis en même temps, de l'autre côté, tous les charges explosent. Mais en fait, on n'a aucun revenu. L'argent que l'on gagne sert à payer les banques et les fournisseurs. Et donc nous, il ne nous reste rien pour vivre. Travailler à perte et devoir malgré tout honorer les factures, une impasse. Comme ce règlement auprès d'EDF qui aujourd'hui pose problème. Ils ont menacé de nous couper l'électricité. Donc en fait, on allait se retrouver sans chauffage. Donc on a fait appel en fait à Solidarité Paysans. Solidarité Paysans est une association qui accompagne les agriculteurs bretons en situation de détresse. Un accompagnement juridique et administratif, mais aussi un soutien moral et humain. On a affaire à des gens qui sont de plus en plus déstructurés, qui sont de plus en plus dans de la souffrance psychologique, des choses qu'on ne voyait pas de manière aussi forte avant. On a l'impression un petit peu que lorsqu'un paysan est en difficulté, qui a la tête sous l'eau, on a l'impression qu'il y a une espèce de double peine qui se met en place, c'est-à-dire que tous les créanciers, que ce soit les coopératives, que ce soit la MSA, que ce soit les centres comptables, etc., à un moment donné, abusent et en profitent. On essaie de positiver et de ne pas y penser trop, mais inconsciemment, on est tout le temps dedans, quoi. On a ça dans la tête tout le temps, quoi. On se culpabilise un peu, quand de ne pas être arrivé à la retraite, comme on dit. Être obligé d'avoir un autre métier pour y arriver. Et encore, c'est un grand mot, y arriver, mais bon. Malgré la passion, ça devient. Ça tend vers le dégoût. C'est pas encore, mais. Solidarité Paysans soutient en Bretagne près de 400 agriculteurs. Ces derniers mois, le nombre d'appels à l'aide a littéralement explosé. Voilà pour ce témoignage. Je vous présente tout de suite donc les candidats au siège de député de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, celle de Loudéac-Lamballe. Nicolas Hervé, le candidat d'Europe Écologie. Bonjour, merci d'être avec nous. Ronan Glaziou, candidat de la France Insoumise. Olivier Alain, candidat de la République En Marche. Marc Le Fur, député sortant, investi par les Républicains et soutenu également par l'UDI. Bonjour. Et Pierre-Marie Launay, candidat du Front National. Et n'oublions pas les 5 autres candidats, également en campagne sur la circonscription de Loudéac-Lamballe. Vous voyez leur nom apparaître à l'écran. Je vous rappelle que la liste complète de tous les candidats investis en Bretagne est à retrouver sur notre site internet. Premier tour des élections législatives le 11 juin prochain, faut-il le rappeler. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite rentrer dans le débat. Rappelez d'abord que l'agriculture et l'agroalimentaire sont 2 secteurs de poids dans notre région. Voici quelques chiffres. 35 000 exploitations, 70 000 actifs. La Bretagne est en France aujourd'hui au premier rang pour l'élevage et l'agroalimentaire. Un petit clin d'œil, le dessin de notre dessinateur Loïc Schwartz qui vous a imaginé en campagne. Bien sûr,
tâter le cul des vaches, hein, c'est l'expression qu'il se doit en campagne. Voilà son petit clin d'œil. Des agriculteurs qui vont sans doute vous dire la même chose. On a 2 agriculteurs là sur le plateau. Trop de paperasse, trop de normes. Vous vous souvenez tous de la phrase d'un ancien président de la République, Georges Pompidou, qui disait « Arrêtons d'emmerder les Français ». Faut-il aujourd'hui arrêter d'emmerder les agriculteurs, pour parler trivialement? Nicolas Hervé. Alors globalement oui, enfin sur les normes, même pas tant sur les normes, mais que sur tout ce qui est procédure administrative, etc. Ça devient effectivement quelque chose de très lourd. Moi, j'insisterai pas tant sur les normes que sur l'importance, c'est-à-dire ce qu'on a au bout et pourquoi est-ce qu'il y a de l'agriculture pour de l'alimentation. Et donc de faire en sorte que sur pas forcément normatif systématique, mais qu'on ait un cahier des charges relativement clair de la chaîne intégralement de la production. Mais qui dit cahier des charges dit contrôle, donc dit normes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la question de la manière dont on envisage les choses, de dire systématiquement avoir des contrôles, oui, bien évidemment qu'il faut des contrôles, mais la question de tout ce qui est paperasse administrative, systématique, et de concevoir, d'envisager la chaîne dans son intégralité, c'est-à-dire d'avoir une réforme qui prenne en compte l'alimentation, l'agriculture, qu'on mette tout le monde autour de la table pour discuter de toutes ces choses-là, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Rodan Glacio. Effectivement. Trop de paperasse aujourd'hui en France, trop de contrôle. Effectivement, l'administratif est lourd pour les agriculteurs. Après, pour les normes, ça garantit quand même la qualité de l'alimentation pour le consommateur. Ça garantit le respect des règles environnementales et donc de notre santé aussi à tous, que ce soit les agriculteurs ou nous, Français. Pierre-Marie Launay. Oui, tout à fait. Je voudrais juste, avant de développer sur ces normes, rappeler un proverbe anglais. Nos péchés ont de longues ombres. Nous avons 80% des lois, des normes qui nous régissent, qui dépendent non pas de nos élus, de nos responsables politiques, mais des décisions de la Commission de Bruxelles. Ça n'est pas arrivé par hasard. Il a bien fallu qu'à un moment, des législateurs subordonnent nos décisions aux décisions de Bruxelles. Eh bien, je voudrais rappeler qu'à propos de cette forfaiture, de cette trahison, M. Le Fur, ici présent, non seulement ne s'est pas opposé à cette subordination, mais en plus ne participait pas au vote. Ce jour-là, il était à Merdrignac, il parlait d'aménagement du territoire. On en voit. Eh bien, la réponse de Marc Le Fur tout de suite. Bien sûr. Trop de normes, trop de contraintes, c'est l'évidence. Et des inquiétudes. Il y a toujours un débat dans chaque gouvernement entre l'environnement et l'agriculture. C'est dans l'ordre des choses. Mais là, la crainte, c'est qu'il n'y ait pas de débat. M. Hulot a un poids médiatique, un poids politique tel que, face à lui, M. Mézard, sénateur du Cantal, avocat à Aurillac, ne pèsera pas. Donc la vraie crainte, c'est que nous ayons une multiplication des normes, des contraintes et des charges. Autre élément sur les charges, et ça va peser en particulier sur les agriculteurs, c'est l'augmentation de la CSG. 1,75 de prévu tout de suite. Ça pèsera sur les retraités, ça pèsera sur les catégories des indépendants, les commerçants, les artisans, mais aussi sur les agriculteurs. Et cette multiplication des contraintes et des charges, on n'en veut plus. Donc moi, je voudrais des engagements précis pour qu'on arrête ce matraquage fiscal, CSG en particulier, et pour qu'on ne saisisse pas l'occasion de la mode Hulot, en quelque sorte, pour imposer à nos agriculteurs des contraintes. Alors Olivier Alain va sans doute vous répondre là-dessus, puisque la CSG, la hausse de la CSG, est dans les projets du nouveau président Macron, du nouveau gouvernement. D'abord, effectivement, il y a trop de normes, mais le principal problème, c'est celui du prix payé aux agriculteurs. Le témoignage on va en revenir, mais sur l'environnement fiscal, l'environnement administratif, est-ce qu'il faut changer le rapport de force entre l'administration et les agriculteurs? C'est d'abord une histoire de prix, parce qu'avant de répondre à des normes, si les agriculteurs, et le témoignage qu'on a vu tout à l'heure, si les agriculteurs avaient des prix décents, ils peuvent se mettre aux normes, ils peuvent faire des faux supplémentaires. C'est d'abord un problème de rentabilité qui est très bien décrit dans le reportage-là. Et le candidat du prix payé, c'est Emmanuel Macron, qui va le faire avec des états généraux de l'alimentation. J'en ai été l'instigateur, pour justement retrouver du prix qui va venir des distributeurs vers nos transformateurs et ensuite, in fine, aux agriculteurs. C'est fondamental, c'est le sujet capital, il faut le rappeler. Plan de modernisation des élevages, c'est un plan Marshall, hein, c'est ce que propose notamment le candidat Macron, ça c'est de la bonne voie. Mais la question, effectivement, de toute façon, faire des états généraux, peu importe comment on les appelle, effectivement, c'est ce que nous on a toujours prôné, il faut mettre tout le monde autour de la table et il faut discuter de ce qu'on souhaite. Maintenant, je ne suis pas persuadé qu'effectivement on ait les mêmes réponses ou les mêmes propositions à apporter dans ce type de débat. Pour ce qui nous concerne, on est typiquement dans une fuite en avant d'exploitation toujours plus grosse
toujours plus industrialisée parce qu'on est en train de faire de la compétition sur les marchés internationaux, etc. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut revenir à des tailles d'exploitation qui soient beaucoup plus raisonnables pour permettre, le retour à l'emploi des paysans, l'installation de nouveaux paysans, parce qu'on est actuellement, au niveau production, certes, on produit, mais alors le nombre de paysans est en chute libre, et typiquement en Bretagne, permettre des exploitations qui soient de taille beaucoup plus raisonnable, qui leur permettent justement de mettre en place des procédés type agroécologie qui sont plus respectueux de l'environnement. Et effectivement, ce sera beaucoup plus simple de respecter les normes, d'avoir une alimentation de qualité et en plus d'avoir des emplois sur le territoire et à la fin des paysans qui soient correctement rémunérés. Baisse des charges importantes pour les agriculteurs, c'est un impératif aujourd'hui Pour nous, les charges, ce sont avant tout des cotisations sociales. Il faut rappeler, pour les agriculteurs, certes, elles sont importantes, mais elles comportent, que ce soit la vieillesse, l'assurance maladie, les accidents de travail, etc. C'est normal. Tout le monde paye des impôts dans notre pays, donc les agriculteurs aussi. C'est nécessaire. Ensuite... Non, allez-y, terminez. Nous, on propose, ce qui est important effectivement, c'est la rentabilité. Nous, on propose un pacte entre les agriculteurs et l'ensemble de la société pour refonder le modèle agricole et aller vers une agriculture qui soit écologique et paysanne. Pierre-Marie Launay, est-ce que l'agriculteur breton est condamné à vivre grâce aux subventions européennes ? Certainement pas. Alors, il en touche effectivement aujourd'hui parce que les cours sont faibles, mais les cours sont faibles parce que l'Europe nous oblige à une compétition internationale. Vous voulez nationaliser la politique agricole commune. Qu'est-ce qui changera si c'est la France qui prend en charge ça ? Eh bien, nous protégerons nos agriculteurs des importations massives, ce qui permettra effectivement de faire remonter les prix des produits agricoles. Monsieur Alain propose que les prix soient rémunérateurs. Comment fait-on avec des importations massives ? Comment fait-on avec des nouveaux traités pour importer encore plus de produits agricoles des États-Unis ou d'Amérique? Marc Le Fur, on est sur un marché très concurrentiel, volatilité des prix. On fait quoi aujourd'hui? On encadre les prix, on met de nouveaux outils de régulation. Est-ce que c'est possible? Il faut arrêter d'être naïf, il faut aussi nous protéger. Donc vous êtes aussi pour un patriotisme économique? Actuellement, on a une menace qui est un accord entre l'Europe et le Canada. Ça serait très redoutable, en particulier pour les producteurs de viande bovine, puisqu'on sait que les prix de revient sont de l'ordre de 50% inférieurs au Canada. Donc ça, il faut très clairement dire non. Il faut aussi qu'on sache très clairement ce que veut faire le gouvernement. Oui, je suis contre le CETA, j'ai toujours été. C'est pas votre parti. Non, mais j'ai toujours été contre le CETA. Et c'est l'opportunisme. Non, c'est pas l'opportunisme. Regardez les débats de l'Assemblée, renseignez-vous. Votre parti politique. Renseignez-vous. Vous habitez Paris, donc renseignez-vous sur les éléments de l'Assemblée. Également, la menace que fait peser l'augmentation du diesel pour l'ensemble des ruraux, mais aussi pour les agriculteurs. Des primes, je comprends bien qu'on ne souhaite pas en avoir. Il n'empêche qu'il faut que les agriculteurs puissent les recevoir. Aujourd'hui, avec le gouvernement, M. Le Foll à l'agriculture, ça a été une catastrophe, tout le monde en convient maintenant. On a eu 18 mois de retard sur le paiement des primes PAC. On a également des primes régionales, des MAEC, mot un peu compliqué, donc gérées par la région. Elles ont été décidées, allouées, mais elles ne sont toujours pas versées. Olivier, donc cette succession de difficultés, ça pèse aussi sur les agriculteurs. Alors moi, je suis pour de la régulation. On pourra, et je suis surpris un petit peu, on ne peut pas être constamment pompier pyromane. Ce qui cause aujourd'hui les prix bas, c'est la dérégulation européenne. Un certain gouvernement, en 2003, avec Hervé Guillaume, ont décidé la fin des quotas laitiers et la dérégulation à tout va. Plus récemment, sous Nicolas... C'est M. Macron, sauf erreur de ma part. Sous Nicolas Sarkozy, en 2008, la LME, la loi de modernisation de l'économie, qui a été une catastrophe pour les industries agroalimentaires, pour les agriculteurs, ça a été voté par Nicolas Sarkozy. Alors il faut la revoir, cette loi de modernisation. Alors, ce qu'a prévu justement Emmanuel Macron, c'est de levier tous les leviers législatifs, droit de la concurrence, pour retrouver du prix des distributeurs vers nos transformateurs pour qu'ils puissent d'abord mieux rémunérer leurs salariés et enfin les paysans. Juste un chiffre. En viande bovine, par exemple, la marge par kilo chez les distributeurs est de 88 centimes, chez les abatteurs de 3 centimes. Donc pas de marge, pas de rentabilité dans les industries agroalimentaires, pas de salaire non plus et pas de rémunération pour les agriculteurs. On va regarder justement des chiffres, une petite indication sur l'évolution des prix entre 2015 et 2016. On va le voir, c'est la grande distribution qui s'en sort le mieux. On va voir le petit tableau apparaître tout de suite à l'écran. Voilà, produits de consommation plus 0,7%, les produits agroalimentaires ont baissé. Les produits agricoles ont un peu augmenté. Pierre-Marie Launay, la loi de modernisation de l'économie, justement, qui instaure un nouveau rapport entre la grande distribution, les fournisseurs, il faut la changer? Non, il faut l'appliquer. Concrètement, l'appliquer, mais pour l'instant, les agriculteurs ne sont pas autour de la table pour négocier. Oui, ce qui prouve bien qu'elle n'est pas appliquée, qu'il n'y a pas... le rôle de l'État, c'est d'assurer les conditions de la prospérité. Et pour ça, effectivement, quand il y a une disproportion terrible,
4 centrales d'achat de distributeurs et des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'agriculteurs, on comprend bien que ce n'est pas possible, le rapport de force n'est pas équilibré. Donc le rôle de l'État, c'est encore une fois de pouvoir être l'arbitre, vérifier que tout ça fonctionne pour que tout le monde, effectivement, ait de la marge. Encore faut-il, une fois de plus, qu'il n'y ait pas d'importation massive qui vienne concurrencer nos produits. Sinon, ça n'a pas de sens. Nicolas Hervé, est-ce qu'il faut indiquer désormais sur l'étiquette le prix payé aux producteurs ? Oh, oui, je pense que ce serait une bonne idée, mais les questions sur l'encadrement et sur le marché, il y a une question très simple, c'est que l'agriculture, quoi qu'on en dise, ce ne sont pas des produits comme les autres. On ne peut pas laisser le marché libre systématiquement de fixer les règles. Donc il y a une première règle évidente. Il faut remettre les quotas, il faut c'est faire en sorte déjà que bien sûr il n'y ait pas il y a interdiction des ventes à perte, parce que le problème c'est que quand les agriculteurs en sont à vendre à perte pour essayer ils peuvent clairement pas boucler les fins de mois avec les fluctuations du marché, ça c'est une première chose. Et puis effectivement, c'est reconnaître que les pouvoirs publics ont un rôle sur ces marchés, que les subventions permettent effectivement d'accompagner les agriculteurs dans la modernisation des exploitations, mais encore une fois, faire en sorte qu'on ait un maillage et un tissu des exploitations agricoles qui soient en capacité de résister à ces chocs-là. Et c'est clairement pas vers le toujours plus gros en allant sur le marché international, parce qu'on l'a dit, la Chine on peut pas, la Russie, ça a été longtemps débattu, qu'est-ce qui se passe, on nous interdit d'aller vendre nos cochons en Russie, c'est la catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on est à aller faire sur des marchés internationaux? On ne peut pas combattre face aux États-Unis, on l'a dit sur... Ronan Glasiou, ce rapport de force entre la grande distribution, l'industrie agroalimentaire et les agriculteurs. Comment redonner de la marge ou du pouvoir de... Chez nous, à la France Insoumise, on apporte plusieurs solutions. Premièrement, des prix minimums dans certaines productions. Deuxièmement, des taxes à l'importation avec, si besoin, qu'on applique si besoin pour éviter la distorsion de concurrence avec des importations de pays où la rémunération du travail est plus faible que chez nous. Et puis finalement, des coefficients multiplicateurs maximum entre le prix d'achat au producteur et le prix de vente au consommateur. L'hypocrisie du consommateur aussi, qui veut de la qualité mais qui achète toujours au prix plus bas. Comment on évite ce piège, cette impasse? C'est vraiment le rôle de la puissance publique. Moi, je suis quelqu'un d'interventionniste. Il faut aujourd'hui légiférer pour justement récupérer cette valeur ajoutée. Je l'ai pris l'exemple tout à l'heure. Et on ne peut pas, d'un côté, être non plus toujours pompier pyromane, s'offusquer des prix bas et voter des lois qui permettent justement à la grande distribution de massacrer les industriels. Et Marc Le Fur les connaît bien, la Coopère, le Gouessant, Gélagri, ils lui disent tous les jours aussi que ça ne peut plus durer comme ça. Donc il faut retrouver de la marge auprès des industries agroalimentaires qui pourront mieux rémunérer leurs salariés, j'insiste, parce qu'ils sont trop mal payés. Et aussi, bien sûr, les agriculteurs, parce que le témoignage de tout à l'heure, les chiffres sont connus, ce que vivent les éleveurs est absolument scandaleux, mais c'est dû à des décisions politiques qui ont été prises en 2003, les accords de Luxembourg, et avec la LME, notamment en 2008. Marc Lefebvre. Fin des quotas 2013, rappelons quand même les dates. 2015. Si vous voulez, la décision gouvernementale. Décision 2003. Monsieur Le Foll, ministre de l'Agriculture, en permanence se réfugier derrière les solutions. Ce qu'il faut. Aujourd'hui, la grande distribution, c'est la grande bénéficiaire du CICE. C'est quoi le CICE? C'est des subventions allouées à un certain nombre d'entreprises, et en particulier la grande distribution. Carrefour est le premier bénéficiaire du CICE. Vos amis, monsieur Le Foll, etc., 600 millions d'euros. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. On dit la grande distribution, mais M. Beignet, industriel du lait, est rentré dans le top 10 des grandes fortunes françaises sous le gouvernement Hollande-Le Foll, en quelque sorte. Donc, il faut rééquilibrer les choses. Ça veut dire donner la possibilité aux producteurs de matières premières, aux agriculteurs, de se fédérer, de se regrouper face aux 4, tout le monde en convient, il y en a 4 ou 5 dans la grande distribution. Il y en a à peu près 300-400 dans l'industrie et des milliers à la production. S'ils peuvent se regrouper, s'ils peuvent se fédérer, ils pourront peser sur les prix. Mais ça, ce n'est pas du tout les solutions libérales que préconise M. Macron. Moi, j'ai assisté au débat de la loi Macron, c'était le libéralisme, en particulier sur le travail du dimanche et toutes ces choses. Ce n'est pas du tout... Pierre-Marie Launay, est-ce que les agriculteurs doivent se regrouper, être plus forts ensemble? Mais pour l'instant, les organisations professionnelles ne pèsent peu, notamment sur ces négociations commerciales. Tout à fait. Elles n'ont pas de poids à ce niveau-là, ou infime. Je prends l'exemple on ne va pas les obliger à se mettre ensemble. Je prends l'exemple du lait. Ce sont les laiteries elles-mêmes qui organisent leurs producteurs et qui ensuite décident du prix qui va être payé. Et elles-mêmes sont payées, encore une fois,
en fonction du marché mondial. Le prix du lait en Bretagne dépend de la météo qu'il fait à Auckland. Donc, dans ces conditions-là, vous voyez bien, il n'y a pas d'espoir. Par contre, là où je pense qu'il est important d'insister, c'est que tous les produits qui ont des labels de qualité, des labels AOP, AOC, produits fermiers, etc., le bio, bien évidemment, je suis moi-même producteur bio, tous ces produits-là, eux, s'en sortent bien. Ce qui prouve que le consommateur est prêt à payer. Pour ça, il faut qu'on lui propose un prix de qualité, vous voyez ce que je veux dire, un prix qui appelle qui a du sens. Et on terminera, on marche sur la tête parce qu'on est typiquement dans une demande qui explose. On a dû faire plus 10-15%, je crois, l'an dernier encore. 21% en 2016. Et on est obligé d'importer des produits bio. Alors qu'à l'inverse, on va avoir des logiques d'exploitation toujours plus grandes, toujours plus mécanisées et qui ne vont pas dans le bio, l'agriculture paysanne, mais qui sont les plus consommatrices de subventions, qui sont celles qui effectivement ont l'oreille plus attentive des syndicats agricoles et des politiques. Et la logique de fuite en avant vers le toujours plus gros, toujours plus industriel, toujours plus de pesticides ne va clairement pas dans le sens de la demande du consommateur. Olivier Alain, l'agriculture du futur, c'est quoi? Des petites exploitations ou des grandes structures spécialisées un peu comme en Allemagne? Il n'y a pas de modèle unique. Est-ce qu'il y a une exception française là-dessus? Moi, je suis un défenseur de l'exploitation familiale. J'en ai une d'ailleurs, je suis en GAEC avec ma sœur. Et j'ai mis en place en région Bretagne aussi une politique de mesures agri-environnementales et climatiques assez unique en France, saluée par toutes les régions françaises. Je regrette quand même que ça se traduisait par une hausse budgétaire qui allait directement aux agriculteurs, que Marc Le Fur n'ait pas voté. Et pourtant, même le Front National a voté tout le temps les subventions, les hausses de subventions pour l'agriculture, et je peux, même si on ne partage pas les mêmes idées. Alors, si elles ne sont pas versées, ça n'est pas de ma faute. Ah non, c'est jamais. Parce que c'est la faute de l'État, et toutes les régions sont concernées. Et l'État, c'est vos amis, sauf erreur de ma part. Il y a eu des erreurs de choix. Il aurait fallu laisser aux régions les paiements, le contrôle, les 4 fonctions. On n'en a eu qu'une, malheureusement. Emmanuel Macron a prévu de donner les 4 fonctions aux régions, le paiement, le contrôle, la gestion et l'instruction. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a du retard, c'est pas normal, mais Marc Le Fur le sait très bien, ce n'est pas la faute des régions. Je tiens à préciser, tout le monde est pour des petites bien. exploitations familiales, on est d'accord. Et avec quel revenu? Est-ce qu'à l'avenir, ce revenu agricole devra être diversifié? Je voudrais vous montrer un chiffre, notamment ce qui se passe en Allemagne. Les unités de méthanisation, beaucoup plus importantes qu'en France. Aujourd'hui, les agriculteurs allemands arrivent à avoir un complément de revenu assez conséquent grâce à la production d'énergie. Est-ce qu'on doit aller sur ce terrain-là en France, Marc Le Fur? Alors, on est allé vers ce terrain-là. Il faut faire attention parce que autant la méthanisation qui transforme les déjections animales, c'est positif pour nous en Bretagne, puisqu'on utilise nos déjections animales. Autant si on transformait le végétal par la méthanisation, ce serait un vrai souci. Et moi, je dis attention sur ces questions. Pour éviter l'excès des grandes exploitations. C'est un vrai sujet. Moi, je propose quelque chose de très simple. On va vers une réforme de la PAC. Pourquoi pas imaginer aussi un plafonnement des primes PAC? Parce qu'aujourd'hui, on a de très grosses exploitations qui bénéficient de très gros montants de primes PAC. On est dans un moment conjoncturel compliqué. Crise du lait, on n'en a pas encore parlé. Elle est gigantesque, la crise du lait. Crise de l'œuf. Et peut-être demain, la reprise de la crise chez Doux, qui a été un vrai souci pour la Bretagne. Donc attention à cela. Mais aussi, on est dans un moment où il faut préparer la suite, c'est-à-dire la réforme de la PAC. Quelque chose qui permette d'atténuer les difficultés en période de crise. Alors, on va être confronté à des périodes de crise. Pour atténuer ces périodes de difficulté en période de crise. L'agriculteur producteur d'énergie, c'est une voie pour le futur? Je réponds juste sur... Rapidement, il nous reste avant d'entamer un débat sur la PAC. sur la PAC. Mais évidemment, parce que vous reprenez notre discours. Mais par contre, quand vous étiez à proposer à l'Assemblée nationale le fait de faire sauter les seuils sur les porcheries, votre amendement n'a pas été accepté. Bon, malheureusement, il est passé par un décret par le gouvernement socialiste la dernière fois, un 31 décembre. C'était la logique, moins de normes et moins de contraintes. Oui, mais je persiste. On ne peut pas vouloir des élevages plus petits et être à l'Assemblée nationale à Paris proposer des élevages plus gros. C'est complètement contradictoire. Il ne faut pas être dans une logique petit-gros, il faut être dans une logique exploitation viable et familiale. Oui, mais la viabilité... Effectivement, il y a des excès de prime back dans certains domaines. Les revenus du futur, l'agriculteur producteur d'énergie, c'est intéressant pour vous? Ça fait partie des pistes à adopter. Nous proposons un nouveau revenu pour les agriculteurs qui est simplement le fait de reconnaître le service que les agriculteurs rendent à la société, à la collectivité, en gérant le territoire, en protégeant l'environnement et le potentiel productif de la nature, et puis en contribuant à terme aussi dans notre projet de transformation écologique de la société à une neutralité carbone de l'économie.
Pierre Marilonnet, l'agriculteur producteur d'énergie, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr, sous réserve, comme disait M. Le Fur, que ce soit effectivement avec les déchets de l'agriculture et non pas avec la production végétale directe. Voilà. Ensuite, il faut, comment dire, descendre au plus bas possible la possibilité d'utiliser cette énergie, parce que ça ne sert à rien de la produire si on ne peut pas l'utiliser. Des tarifs de rachat plus intéressants. On aborde un dernier débat pour conclure cette émission. Un débat, une polémique même, on peut parler, qui intéresse beaucoup votre circonscription, c'est le projet d'exploration minière porté par l'entreprise Variscan. On rappelle qu'en 2014, le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, a signé un permis exclusif de recherche minière, exploration, pas exploitation, exploration, sur la commune de Merléac. Vous venez d'interpeller le ministre de l'Environnement, Marc Le Fur. Alors, sur ce projet d'exploration minière, refus de principe ou pourquoi pas? Alors d'abord, ça s'appelle permis Merléac, mais ça concerne beaucoup plus de communes dans le Centre-Bretagne. Un gros tiers de la circonscription est concerné. On dit non tout de suite? Alors, moi, j'ai tout de suite manifesté mon inquiétude et dit mon hostilité à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments objectifs. On est dans des problèmes d'eau, de recherche... Tout de suite en période électorale, pas depuis que 3 ans que le projet est sur la table que vous êtes député. Depuis le décret Macron. Depuis le décret Macron. Depuis le décret Macron, pardonnez-moi. Alors que c'est arrivé en 2011 sur la table. Vous regarderez tout ça, j'ai pas fait comme la Chambre d'agriculture, dirigée à l'époque, qui a accompagné le projet... Alors, pourquoi? Il nous reste 4 minutes, parce que quand demain, vous êtes agriculteur à Merléac, vous voudrez vendre votre lait, il y a un problème de notoriété, de confiance. Le consommateur est roi. Le lait provenant de Merléac subira de fait un préjudice, au-delà des problèmes objectifs. Donc moi, ce que je demande, et je vous propose toute une chose, on est 5 candidats. Moi, j'ai interpellé et on va laisser les autres candidats parler, il nous reste mais j'ai interpellé M. Hulot. Si tous les candidats de cette circonscription se mettaient d'accord pour dire « nous ne voulons pas de ce projet », et on est prêt à discuter avec M. Hulot là-dessus. Mais je crois qu'on serait un peu plus fort, parce que dans notre diversité, on parle un petit peu pour tout le territoire. Olivier Alain. La reconversion écologique est surprenante, mais moi j'ai toujours dit non à ce projet-là. Toujours dit non. J'ai fait des réunions parce qu'on était... On est obligé de faire des réunions. Qui est-ce qui prend Variscan par la main en tant que président de la Chambre d'agriculture? Alors les chambres ont un devoir d'informer. Dans le cadre de mission de service public, d'informer. Qui dit information ne dit pas approbation. J'ai des panneaux et tout sur mon champ. On a énormément de risques pour avoir... pour les mêmes raisons qu'a évoqué Marc Le Fur, en termes d'image de produit, ce sera une véritable catastrophe. Ça n'apportera pas d'emploi, donc moi je suis d'accord. Je pense que tout le monde est d'accord ici pour être contre. D'accord, pourquoi? C'est pas compliqué. Non à l'exploitation, parce que non à l'exploration dès le départ. Oui, mais l'exploration et l'exploitation, ça va de pair. On sait très bien qu'à partir du moment où c'est la machine. Il y a un droit de suite. Pierre Marilonnet là-dessus. Principe de précaution. Juste quand même, il faut revoir peut-être le droit minier, parce qu'une collectivité territoriale comme la région, pour l'instant, n'est pas concernée. C'est le droit de vos amis. C'est assez incroyable de voir que 1000 m² peuvent être concernés, 1000 km² par des extractions de mines, sans que les collectivités régionales, départementales soient concernées. Donc il faut revoir aussi le code minier. Mais le code minier, on est ne pas Pierre Marilonnet là-dessus. Principe de précaution applicable. Bien sûr, revoir le code minier, c'est une évidence, et savoir quel sera l'impact économique favorable ou défavorable. Oui, parce qu'il y a quoi, 700 emplois indirects ou directs qui sont promis dans cette... Promis, mais concrètement. Combien sont menacés en cas de dommages écologiques? Donc revoir l'intérêt général. Très loin, qui dit un peu ce qu'elle veut bien dire. Et après, le sujet, c'est que nous, le génie de notre territoire, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. On n'a pas le droit de s'en prendre à ce qui est notre richesse. C'est peut-être des petits salaires, mais ils ont le mérite d'exister. Moi, je me bats aussi pour les ouvriers de l'agroalimentaire. Donc, on est d'accord. On va effectivement demander tous ensemble un rendez-vous à M. Hulot et M. Macron. Je pense que vous avez son oreille. On suit le courrier. On suit le courrier que j'ai fait à M. Hulot. Et on y va. Parce que le courrier, c'est très bien de faire un courrier, mais moi, l'ambiguïté derrière, c'est oui, non. Pour ce type d'exploitation. Si vous dites maintenant c'est non, c'est clair au projet, indépendamment de ce qui va être trouvé ou pas par le permis de recherche, c'est non, pas d'exploitation de mines face aux conséquences environnementales possibles. C'est oui, vous le dites tout de suite, c'est non, c'est clair. Ni maintenant ni après. Ni maintenant ni après, ni ici, ni ailleurs. C'est bien d'évoluer. Est-ce que Monsieur Alain, il évolue beaucoup dans beaucoup de domaines. Monsieur Alain, il faut être cohérent et constant dans les propositions. Si demain la foreuse arrive, parce que potentiellement la foreuse peut arriver. On ne peut pas accompagner le projet à un moment donné et puis après dire qu'on est. Est-ce que vous êtes sur le terrain avec nous pour empêcher le forage demain? Si demain la foreuse arrive, parce que potentiellement aujourd'hui on en est au stade où elle peut arriver du jour au lendemain. Vous êtes avec nous sur le terrain parce que les écolos sont là depuis plusieurs années. On fait voter un vœu à la région là-dessus et on était bien seuls. Nous sommes tous ensemble pour reprendre le courrier que j'ai rédigé. Très bien. Attention de M. Hulot, il vient d'arriver.
Donc il peut très vite se saisir de ce sujet. Et ce qui a été accordé peut être retiré. La responsabilité, elle est maintenant gouvernementale. Je suis content du revirement de la position de M. Le Fur depuis octobre. C'est bien, d'évoluer. J'ai toujours dit d'évoluer vers nos idées. Monsieur Alain, vous avez quand même à la Chambre, pour moi, accompagné pendant 2 ans l'entreprise Varescan. On va pas revenir. Alors on va pas revenir sur le débat. Terminé. Voilà, simplement, si on peut y aller tous les 5. L'Union sacrée. Oui, même les autres. Et les autres candidats. Et les autres candidats. Et bien voilà, le message est lancé. Le message est lancé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de ce débat. Dimanche prochain, nouvelle émission spéciale élection législative. On parlera décentralisation et moralisation de la vie publique avec la circonscription de Vannes et la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Je vous retrouve ce soir dans le journal régional pour le débrief de dimanche en politique. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Enfante Minte. Passez tous un excellent dimanche et à la semaine prochaine pour un nouveau débat, le 4e débat spécial élection législative. Très bon week-end.